Pendant 12 ans, mon mari Pierre sortait chaque soir à 23 heures précises avec le sac poubelle et revenait exactement 40 minutes plus tard. Chaque nuit. Même les jours fériés, sous la pluie, sous la neige. Jamais une exception. Je pensais que c'était simplement un homme maniaque de la propreté. Jusqu'à cette nuit-là, celle où je l'ai suivi, celle où j'ai vu une femme dans la cave de notre immeuble. Cette femme était la première épouse de Pierre. Et elle n'était jamais morte. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans et je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Lyon, une histoire difficile à croire mais dont chaque mot est vrai. Maintenant, avant de commencer cette histoire, j'ai une petite faveur à vous demander. Si cette vidéo vous plaît, cela me rendrait très heureuse car cette histoire doit être partagée. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère et écrivez en commentaire d'où vous nous regardez. Peut-être qu'il y a aussi un secret dans votre vie dont vous n'avez pas conscience. J'ai rencontré Pierre il y a 40 ans. À l'époque, j'avais 28 ans, j'étais une jeune professeure de littérature qui venait de commencer à travailler au lycée Saint-Exupéry à Lyon. Pierre avait 30 ans, c'était un ingénieur civil, un homme sérieux mais avec un sourire si chaleureux. Lors de notre première rencontre, il m'avait raconté son histoire. Il s'était marié jeune, sa femme Isabelle avait contracté une maladie grave, un Alzheimer sévère, et elle était décédée seulement 2 ans après. C'était en 1981. Pierre visitait sa tombe chaque semaine, il lui était encore attaché. J'avais trouvé cela très émouvant et humain. Cet homme a de la profondeur, c'est un homme qui connaît l'amour, m'étais-je dit. Nous nous sommes mariés en 1985. C'était un mariage petit et simple. La famille de Pierre était réduite. Ses parents étaient déjà âgés et sont décédés peu après. Ma famille était grande, nombreuse. Nous avions un appartement au bord du Rhône, une vie heureuse. Nous avons eu 2 enfants. Notre fille Céline est née en 1987, notre fils Marc en 1990. Pierre était un mari et un père parfait. Travailleur, honnête, dévoué à sa famille. Il s'occupait des enfants, m'aidait, était romantique. En 40 ans, nous n'avons jamais eu de dispute sérieuse. Il ne m'a jamais trompé, ne m'a jamais menti, du moins, c'est ce que je croyais. Il n'y avait qu'une chose étrange. Pierre était un homme très fatigué. Le matin au réveil, il semblait épuisé, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Il avait des cernes sous les yeux, les épaules affaissées. J'attribuais cela au stress du travail. L'ingénierie civile était un métier difficile, les projets étaient épuisants. Mais il y avait autre chose d'étrange. Pierre, chaque soir à 23 heures, exactement à 23 heures, prenait le sac poubelle et descendait. Notre immeuble avait 5 étages, nous étions au 3e. Les containers à ordures étaient devant l'immeuble, dans la rue. Jeter les poubelles prenait au maximum 5 minutes, descendre et remonter compris. Mais Pierre revenait 40 minutes plus tard. La première année, je ne l'avais même pas remarqué. Parce que généralement, après le départ de Pierre pour les poubelles, je regardais la télévision, lisais un livre ou faisais la vaisselle. Je ne regardais pas l'heure. Je l'ai remarqué en 2011. Cette année-là, Pierre a pris sa retraite à 62 ans. J'avais 60 ans et j'enseignais encore. Pierre a commencé à passer plus de temps à la maison, s'occupait du jardin, lisait des livres, cuisinait. Mais la routine des poubelles n'a jamais changé. Chaque soir à 23 heures, le sac poubelle, la sortie, 40 minutes, le retour. Un soir, par curiosité, j'ai chronométré. Il était 23h05, Pierre était sorti jeter les poubelles. J'ai pris mon téléphone, ouvert le chronomètre. À 23h47, la porte s'est ouverte, Pierre est entré. 42 minutes. Pierre, jeter les poubelles prend-il vraiment autant de temps? Ai-je demandé en souriant, sur un ton taquin. Le visage de Pierre est devenu écarlate. Ah, j'ai parlé avec notre voisine Madame Lefebvre. Cette vieille dame, tu sais, elle est très seule. Nous avons discuté un peu, c'est tout, a-t-il dit. Cela semblait logique. Madame Lefebvre était vraiment une vieille dame seule qui cherchait toujours quelqu'un à qui parler. Comme tu es gentil Pierre, ai-je dit et j'ai laissé tomber le sujet. Mais ensuite, chaque nuit, c'était la même chose. 40 to 45 minutes. Parfois plus long, même 50 minutes. Un autre soir, j'ai demandé, tu as encore discuté avec Madame Lefebvre? Non, cette fois c'était avec Monsieur Dupont, a-t-il dit. Son chat s'était perdu, je l'ai aidé à chercher. Une autre nuit, la porte de l'immeuble était cassée, j'ai attendu le réparateur. Une autre nuit, j'ai croisé un vieil ami dans la rue, nous avons parlé. Chaque fois, une excuse différente. Chaque fois, une explication logique, normale, ordinaire. Mais il y avait un malaise en moi. Je ne pouvais pas le définir, mais il était là.
Dans mon estomac, comme un petit nœud. Un jour, j'ai croisé notre voisine Madame Lefebvre dans l'escalier. Nous avons discuté, elle m'a invité à prendre un café. Je suis allé chez elle, nous avons bu du thé. En discutant, sans intention particulière, j'ai dit « Pierre vous aime beaucoup, il est heureux de discuter avec vous chaque soir. » Madame Lefebvre a été surprise. « Pierre discute avec moi ? Quand ? » Quand il sort les poubelles, ai-je dit. À Madeleine, je me couche généralement à 22 heures. Je n'ai jamais parlé avec Pierre à cette heure de la nuit, a-t-elle dit. À cet instant, le malaise en moi a grandi. Mais j'ai encore trouvé une explication rationnelle. Peut-être que Madame Lefebvre oublie, c'est une vieille dame après tout. Mais ensuite, j'ai aussi parlé avec Monsieur Dupont. Lui aussi, non Madeleine, mon chat ne s'est jamais perdu, je n'ai jamais eu cette conversation avec Pierre. Maintenant, le malaise se transformait en suspicion. Où allait Pierre ? Que faisait-il ? Pourquoi me mentait-il ? La première chose qui m'est venue à l'esprit, une autre femme. Pierre me trompait-il ? Après 40 ans de mariage, à 70 ans, avait-il trouvé une maîtresse ? Mais non, Pierre n'était pas ce genre d'homme. Il était si honnête, si dévoué. Et de toute façon, 40 minutes c'était trop court pour rendre visite à une maîtresse. Ma deuxième pensée, le jeu. Pierre jouait-il ? Avait-il des dettes ? Mais Pierre ne jouait jamais, il faisait très attention à l'argent. Ma troisième pensée, la maladie. Peut-être que Pierre était malade, me le cachait. Peut-être un cancer, peut-être quelque chose de pire. Mais non, Pierre allait régulièrement chez le médecin, ses tests étaient normaux. Les suppcona grandi, grandi. Je ne pouvais plus dormir la nuit. Quand 23 heures approchaient, mon cœur commençait à battre follement. Quand Pierre sortait jeter les poubelles, je regardais par la fenêtre. Je pouvais le voir dans la rue, il jetait les poubelles, puis tournait à droite et disparaissait de ma vue. Où allait-il ? Un mois plus tard, je n'ai plus pu tenir. J'ai parlé à ma fille Céline. Céline, ton père se comporte très étrangement. Chaque nuit, il sort jeter les poubelles et revient 40 minutes plus tard. Tu trouves ça normal ? Céline a ri. Maman, tu es trop méfiante. Peut-être que papa fait une promenade, prend l'air frais. À 70 ans, il veut rester en bonne santé. Mais il y avait du doute dans les yeux de Céline. Elle aussi l'avait remarqué. Peut-être qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète ou peut-être que je me trompais vraiment. Une semaine plus tard, Céline m'a appelé. Maman, j'ai suivi papa. Hier soir, je l'ai vu sortir de l'immeuble, il a jeté les poubelles, puis il est allé à l'arrière de l'immeuble. Dans la cour arrière, puis il a disparu. Je n'ai pas pu voir où il allait, mais ce n'est certainement pas normal. Après cet appel téléphonique, j'ai pris ma décision. Ce soir, j'allais le suivre. 22h50. Pierre regarde la télévision, je prépare du café dans la cuisine. Il y a une tension terrible en moi, mes mains tremblent. 22h58. Pierre se lève, je vais sortir les poubelles, dit-il, sa phrase routinière. Il prend le sac poubelle, met ses chaussures. 23h. La porte se ferme. J'attends 10 secondes. Puis je mets rapidement mes chaussures, prends ma veste, ouvre la porte silencieusement. Je descends les escaliers, mon cœur bat follement. Je peux voir Pierre, 2 étages en dessous, descendant les escaliers. Il arrive au rez-de-chaussée. Il sort. Je sors aussi, mais je le suis de loin. Pierre va au conteneur à ordures, jette les poubelles. Puis il s'arrête. Il regarde autour de lui. Me cherche-t-il ? Non, il vérifie simplement s'il y a quelqu'un. Puis il tourne à droite, vers le côté de l'immeuble, vers la cour arrière. Je reste dans l'ombre, l'observant. Pierre entre dans la cour arrière. Il y a une petite porte là-bas, une porte qui mène au sous-sol. Cette porte est toujours fermée à clé, seul le gérant de l'immeuble a la clé. Mais Pierre sort une clé de sa poche. Il ouvre la porte. Il entre. Je reste figé. Pierre entre dans le sous-sol ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? J'attends 30 secondes. Puis je m'approche lentement. La porte est entr'ouverte. Une faible lumière vient de l'intérieur. J'entre. Un couloir étroit, humide, froid. Une odeur de cave, moisissure, humidité, vieilles affaires. Au bout du couloir, il y a une pièce. La porte est ouverte, la lumière vient de là. Je regarde à l'intérieur. Et ce que je vois me glace complètement. Dans la pièce, il y a un lit. Sur le lit est allongée une femme. Une vieille femme, dans les 70 ans, cheveux blancs, visage pâle. Ses yeux sont ouverts mais vides, son regard sans focus. Ses bras et jambes sont maigres,
protégé par des gants. Pierre est assis à côté du lit. Il tient une cuillère, un bol de soupe. Il la nourrit doucement. Allez Isabelle, encore un peu, dit-il d'une voix douce. Isabelle. La première femme de Pierre. La femme qu'il disait morte. À cet instant, mes jambes se dérobent. Je m'appuie contre le mur. Je ne peux pas respirer. Pierre tourne la tête. Il me voit. Son visage devient livide. La cuillère tombe de sa main, tombe par terre, fait du bruit. Madeleine. Dit-il, la voix tremblante. Je ne peux pas parler. Je regarde simplement. La femme, Pierre, la pièce. Madeleine, je peux expliquer. Dit Pierre. Mais je me retourne. Je cours. Je sors du couloir, traverse la cour, entre dans l'immeuble, monte les escaliers, 3 étages, hors d'haleine. J'entre dans l'appartement. Je ferme la porte. Je la verrouille. Je m'assieds par terre, je commence à pleurer. 40 ans. Pendant 40 ans, je pensais que cette femme était morte. Pendant 40 ans, Pierre m'avait dit « ma première femme est morte ». 40 ans de mensonges. 10 minutes plus tard, on frappe à la porte. « Madeleine, s'il te plaît t'ouvre. S'il te plaît écoute-moi », dit Pierre. Je ne réponds pas. « Madeleine, je sais, tu es très choquée. Mais s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je vais tout expliquer. S'il te plaît. » Je n'ouvre pas la porte. Je reste assise, je pleure. Pierre s'assied devant la porte. Il parle, je peux entendre sa voix. « Madeleine, je n'ai pas dit qu'Isabelle était morte. J'ai dit, elle m'a quittée. J'ai dit, je l'ai perdue. Tu as compris, elle est morte. Je n'ai pas corrigé parce que j'avais peur. J'avais peur que si tu apprenais la vérité, tu me quitterais. » J'entends sa voix, mais les mots me semblent vides de sens. Isabelle a été diagnostiquée d'un Alzheimer en 1981. C'était un Alzheimer très agressif. En 2 ans, elle a commencé à ne plus me reconnaître. Elle devenait violente. Elle se faisait du mal. Je n'ai pas pu tenir, je l'ai placée dans une maison de soins spécialisée. En m'endettant, en payant beaucoup d'argent. La voix de Pierre se brise. En 1983, je t'ai rencontrée. Tu étais si belle, si gentille. Je suis tombé amoureux de toi. Mais comment te le dire ? Bonjour, je suis Pierre, je suis toujours légalement marié, ma femme est dans une maison de soins. Tu aurais fui. Je ne parle toujours pas. J'écoute simplement. En 2011, la maison de soins a fermé. La crise financière. Isabelle allait se retrouver à la rue. L'aide de l'État était très faible, je n'ai pas trouvé d'autres maisons de soins. Alors j'ai transformé le sous-sol de l'immeuble. J'ai soudoyé le gérant, nettoyé l'ancien débarras, installé un lit, un radiateur, fait installer l'eau. Maintenant je comprends. L'année 2011. L'année où Pierre a pris sa retraite. L'année où la routine des poubelles a commencé. Chaque nuit, je donne à manger à Isabelle. Je lui donne ses médicaments. Je la nettoie, je m'occupe d'elle. Elle ne me reconnaît pas, mais je la reconnais. C'était mon premier amour, Madeleine. Je ne peux pas la laisser mourir, je ne peux pas la jeter à la rue. Mais toi aussi, tu es aussi ma vie. Je ne peux pas te perdre non plus. Pierre pleure maintenant. Derrière la porte, assis par terre, il pleure. Je pleure aussi. Et j'ouvre la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu le visage de Pierre. Un homme de 70 ans, mais à cet instant, il ressemblait à un enfant de 10 ans. Effray, désespoir, effondre. Il est entré. Nous sommes passés au salon. Nous nous sommes assis tous les deux, il y a eu un long silence. Il était minuit 15. Normalement, nous dormirions. Mais cette nuit était la plus longue nuit de notre vie. Raconte depuis le début, ai-je dit. Ma voix était froide, une voix que je ne reconnaissais pas tout. Tout ce que tu ne m'as pas dit pendant 40 ans. Pierre a pris une profonde respiration. Il a joint ses mains. Il a commencé à parler. Je me suis marié avec Isabelle en 1979. Elle avait 21 ans, j'en avais 23. C'était une très belle fille, très joyeuse. C'était notre amour d'enfance. Ma famille l'aimait aussi. C'était un mariage parfait. La voix de Pierre tremblait. Mais il racontait comme s'il revivait ce moment. En 1981, Isabelle a commencé à se comporter étrangement. Oubli, saute d'humeur, parfois elle me regardait comme si elle ne me connaissait pas. Au début, nous avons dit que c'était le stress. Mais ensuite, ça a empiré. Un jour, elle est rentrée du marché,
n'a pas pu retrouver le chemin de la maison. Elle a été portée disparue pendant 3 heures, la police l'a trouvée, assise dans un parc, pleurant, demandant « Où est ma maison ?» Mon cœur s'est serré. Une jeune femme, 23 ans, perdue. Nous sommes allés chez le docteur. Test, IRM, tout. Diagnostic, Alzheimer precoce. À 23 ans Madeleine, 23 ans. Le médecin a dit, c'est très rare, un type très agressif. Malheureusement, il n'y a pas de traitement, nous pouvons seulement ralentir. Point. Des larmes coulaient des yeux de Pierre, mais il continuait à parler. La première année, nous nous sommes débrouillés. Les médicaments ont fonctionné, Isabelle est un peu revenue à la normale. Mais ensuite tout s'est effondré. Fin 1982, Isabelle ne me reconnaissait plus. Elle disait, qui es-tu ? Elle disait, comment es-tu entrée dans ma maison ? Parfois elle m'attaquait, elle me griffait, me mordait, criait. Les voisins appelaient la police. Pourquoi l'as-tu placée dans une maison de soins ? Ai-je demandé. Parce qu'une nuit, Isabelle est venue vers moi avec un couteau. Un vrai couteau, un couteau de cuisine. Elle criait, tu es un voleur. Sors de ma maison. Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais pas la protéger, elle ne me reconnaissait pas, et nous étions tous les deux en danger. Pierre a retroussé sa manche de chemise. Sur son bras gauche, il y avait une longue vieille cicatrice. C'est de cette nuit-là, a-t-il dit. Ma colère s'est adoucie un instant. Mais ensuite, elle s'est durcie. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? 40 ans Pierre, 40 ans. Parce que quand je t'ai rencontré en 1983, j'avais 25 ans, j'étais détruit. Ma femme était dans une maison de soins, j'étais criblé de dettes, ma vie semblait finie. Puis tu es arrivé. Tu es comme la lumière Madeleine, comme la vie. Quand je t'ai rencontré, j'ai réappris à sourire pour la première fois. Mais tu étais marié. Ai-je dit. Techniquement oui, mais en réalité non. Isabelle ne me reconnaissait pas, elle ne se souvenait pas de son propre nom. J'ai parlé avec un avocat. Il a dit, tu peux divorcer, dans cette situation le tribunal accordera le divorce. Mais Isabelle n'avait pas de famille, pas de tuteur. Si je divorçais, l'État allait la prendre, l'envoyer dans un mauvais endroit. Je ne pouvais pas supporter ça. Pierre a couvert son visage de ses mains. Quand je t'ai fait ma demande en mariage en 1985, j'aurais dû te le dire. Je le sais. Mais j'avais peur. J'avais peur que tu fuis. J'avais peur que tu dises, je ne peux pas engager ma vie avec un homme comme ça. Et je t'aimais tellement Madeleine, je voulais tellement construire une vie avec toi. Et comment nous sommes-nous mariés légalement ? Ai-je demandé. Il n'y a rien apparu sur les documents de mariage. Pierre a baissé la tête. J'ai utilisé un faux document. Un ami l'a fait, je lui ai donné 500 francs. À l'époque, les registres n'étaient pas numériques, c'était très facile. Personne n'a vérifié. J'étais choquée. Pierre avait commis une fraude, avait menti sur les documents. Notre mariage, était-il légal ? Notre mariage est-il invalide ? Ai-je demandé. Non, a dit Pierre immédiatement. En 1998, le médecin d'Isabelle m'a informé qu'Isabelle était dans un état très grave, qu'elle avait au maximum 1 à 2 ans à vivre. À ce moment-là, j'ai immédiatement agi, j'ai engagé un avocat, obtenu une séparation légale du tribunal. En 1999, le jugement du tribunal est sorti, je me suis légalement séparée d'Isabelle. Mais Madeleine, elle n'est pas morte. Le médecin s'est trompé. Elle a vécu encore 25 ans. 25 ans. De 1999 à 2024. Pendant tout ce temps, Isabelle a-t-elle vécu dans le sous-sol ? Non, a dit Pierre. De 1999 à 2011, elle était dans une maison de soins. Je payais en m'endettant, j'écrivais un chèque chaque mois. Tu ne l'as pas remarqué parce que nous avions des comptes séparés. En 2011, la maison de soins a fermé, c'est à ce moment-là que je l'ai déplacée au sous-sol. Le gérant le savait ? Ai-je demandé. Il le savait. Je lui donnais 2000 € chaque mois. J'ai dit, je vais juste utiliser le débarras. Il n'a pas posé de questions. Il voulait de l'argent, je lui en ai donné. Tant qu'il recevait son argent, il ne s'en mêlait jamais. Combien d'années dans le sous-sol ? 13 ans. Depuis 2011. 13 ans. Une femme, dans un sous-sol, 13 ans. Personne ne sait, personne ne voit. Seulement Pierre, chaque nuit, 40 minutes. Comment la nourris-tu ? Ai-je demandé. De la nourriture molle. Soup, purees, yaourt. Je prépare à la maison, je la porte dans un thermos.
Le matin aussi, je vais, avant que tu ailles au travail, à 6 heures. Tu te souviens que je disais, je vais courir? En fait, je donnais le petit déjeuner à Isabelle. Je me suis souvenu. Pierre se levait vraiment tôt chaque matin, disait, je vais courir. Revenait 1 heure plus tard. En sueur. Je pensais, comme il est discipliné. J'avais tort. Comment n'ai-je jamais rien remarqué? D'où viennent les médicaments? Un médecin fait des ordonnances. Un médecin privé, je paie. Il ne pose pas de questions non plus. En France, si tu paies, tout le monde se tait. Ma colère revenait. Pierre, c'est illégal. C'est passible de prison. Tu caches une femme dans un sous-sol. Je sais, a crié Pierre. Pour la première fois, il criait. Je sais Madeleine. Je le sais chaque jour. Mais qu'est-ce que je devais faire? La jeter à la rue? L'abandonner à la mort? C'est ma responsabilité. Il y a des hôpitaux publics, des maisons de soins publics. Tu yes dejalle? Tu as vu ces endroits? Couloirs étroits, chambres de 20 personnes, personnes pour s'occuper des malades, médicaments non donnés à temps, pas d'hygiène. Isabelle n'aurait pas tenu un mois là-bas. Pierre pleurait maintenant, sanglotant. Je vais à ses côtés chaque nuit parce que je n'ai pas d'autre choix Madeleine. Parce qu'elle était autrefois ma femme, elle me faisait confiance, elle m'aimait. Maintenant elle ne me reconnaît pas, mais je me souviens. Je me souviens de cette fille joyeuse de 23 ans. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Pierre m'a raconté tous les détails. L'état d'Isabelle, complètement dépendante du lit, ne pouvait pas parler, avait besoin d'aide pour se nourrir, dépendante de couches. Pierre faisait le ménage chaque nuit, changeait les draps, nettoyait les plaies. Nos enfants le savent-ils? Ai-je demandé. Non. Personne ne sait. Seulement toi maintenant. Pierre, ça ne peut pas continuer comme ça. Je sais. Et quand Isabelle mourra? Il y aura des funérailles, des registres, comment vas-tu expliquer? Pierre a hésité. Le médecin m'a donné un document signé, décédé à domicile. J'ai payé, il a accepté. Quand Isabelle mourra, j'appellerai le médecin, il viendra, écrira le certificat de décès, nous l'enterrerons. C'était horrible. Tout était prévu à l'avance, arrangé à l'avance. Pierre vivait cette vie secrète depuis 13 ans. Mais la partie la plus horrible. Je ne pouvais toujours pas lui en vouloir. Parce que je le comprenais. Pierre n'était pas une mauvaise personne. C'était un homme dans une situation impossible. Il aimait 2 femmes, une de son passé, une de son présent. Et il ne pouvait perdre ni l'une ni l'autre. Quand le soleil s'est levé, j'ai pris une décision. Pierre, je vais voir Isabelle. Quoi? Je vais aller à ses côtés. Je vais voir. Je vais comprendre. Pierre était choqué. Madeleine, tu es sûre? Oui. Ce matin-là, à 7 heures, nous sommes descendus ensemble au sous-sol. Quand je suis entré dans la pièce du sous-sol, la première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur. Médicaments, antiseptiques, produits de nettoyage. Mais aussi, une odeur humaine. L'odeur de quelqu'un qui vit. La pièce était petite, peut-être 15 mètres carrés. Un lit, une armoire, un lavabo, un seau pour les toilettes, un radiateur. Sur les murs, il y avait des photos d'Isabelle jeune. Dans la vingtaine, belle, souriante, pleine de vie. Sur le lit, il y avait cette fille. Mais ce n'était plus une fille. Une femme de 70 ans, cheveux blancs, maigre, ridée. Ses yeux étaient ouverts mais vides, regardant le plafond. Bonjour Isabelle, a dit Pierre d'une voix douce. Aujourd'hui, je t'ai amené quelqu'un. Madeleine, mon amie. Isabelle n'a pas réagi. Elle n'a même pas cligné des yeux. Pierre a porté une chaise. Assieds-toi Madeleine, a-t-il dit. Je me suis assise. À côté d'Isabelle, au bord du lit. Pierre a préparé le petit déjeuner, de la bouillie d'avoine, molle, tiède. Il a commencé à nourrir Isabelle à la cuillère. Allez Isabelle, disait-il. Isabelle ouvrait sa bouche, mécaniquement, par réflexe. Elle avalait. Mais elle n'était pas consciente de ce qu'elle mangeait, qui la nourrissait. Puis Pierre a essuyé son visage avec une serviette humide. Il a nettoyé ses mains. Il a peigné ses cheveux. Il a vérifié les draps, ils étaient propres, pas besoin de les changer. Toute la procédure a duré 30 minutes. Pierre était très délicat, très doux. Comme s'il touchait un bébé, quelque chose de fragile. Quand les procédures ont été terminées, Pierre a embrassé le front d'Isabelle. À ce soir, a-t-il dit.
Nous sommes sortis de la pièce ensemble. Quand nous sommes remontés, Pierre m'a regardé. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, Pierre. Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas, étais-je en colère? Étais-je triste? Avais-je peur? Tout était mélangé en moi. Je dois aller au travail, ai-je dit. C'était un mardi, je travaillais encore. J'ai besoin de réfléchir aujourd'hui. Je suis allée à l'école. J'ai donné cours. J'ai parlé avec les élèves. Mais ma tête était complètement ailleurs. Une femme, dans un sous-sol, 13 ans. Mon mari, chaque nuit, s'occupe d'elle. Et moi, pendant 40 ans, je ne savais rien. Quand je suis rentrée à la maison le soir, Pierre était dans la cuisine. Il préparait le dîner, mais pas seulement pour nous, pour 3 personnes. Une assiette de purée molle pour Isabelle. Tu viens avec moi? A dit Pierre. Où? En bas. Donner à manger à Isabelle. J'ai hésité. Puis, d'accord, ai-je dit. À partir de ce soir-là, nous sommes entrés dans une routine. Une routine étrange, surréaliste. Pierre et moi, ensemble, chaque soir à 23h, nous descendions au sous-sol. Nous donnions à manger à Isabelle, nous faisions le ménage, nous nous occupions d'elle. La première semaine a été très difficile. Il y avait des contradictions en moi. C'est mal, c'est illégal, je devrais appeler la police, me disais-je. Mais ensuite, je regardais le visage d'Isabelle, ce visage sans défense, vulnérable, et je ne pouvais pas appeler la police. La deuxième semaine, j'ai commencé à parler à Isabelle. Bonjour Isabelle, je suis Madeleine, disais-je. Aujourd'hui, il fait très beau, le printemps arrive. Isabelle ne répondait pas bien sûr. Mais j'avais une sensation étrange en moi, comme si elle entendait. La troisième semaine, ma fille Céline est venue. Pour le dîner. À 22h, maman, papa, je vais y aller, a-t-elle dit. Non, reste encore un peu, a dit Pierre. 22h30. Céline était toujours là. 22h50. Pierre m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Nous nous sommes compris, silencieusement. Céline, ai-je dit. Nous devons te montrer quelque chose. Quoi? A dit Céline. Viens avec nous. Nous 3 sommes descendus au sous-sol. Céline était étonnée, où allons-nous? Disait-elle. Nous sommes entrés dans la pièce. Céline a vu Isabelle. Elle s'est figée. Elle a pâli. C'est qui? A-t-elle demandé. C'est Isabelle, ai-je dit. La première femme de ton père. Cette nuit-là, nous avons tout raconté à Céline. Du début à la fin, le secret de 40 ans. Céline pleure. Papa, comment est-ce possible? Comment as-tu pu cacher ça pendant tant d'années? Pierre ne pouvait pas répondre. Mais ensuite, Céline a dit ceci, que allons-nous faire maintenant? Pas que, mais nous. Elle a dit nous. Et à cet instant, nous avons compris. Céline était dedans aussi. Elle allait aussi aider. Mais attendez, l'histoire ne se termine pas là. Parce que 2 semaines plus tard, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a tout changé. Le gérant de l'immeuble a fait un malaise, une crise cardiaque. L'ambulance est venue, il a été emmené à l'hôpital. À ce moment-là, Pierre et moi étions paniqués, nous pensions, et s'il meurt, que pourrions-nous faire? Ce que nous pensions nous est arrivé, les voisins ont dit qu'il était décédé. Nous étions tellement choqués que mes mains tremblaient. Étage 2 jours plus tard, un nouveau gérant est arrivé. Un jeune homme, ordonné, strictement attaché aux règles. Et il a décidé d'inspecter le Swell.s. Le nouveau gérant, M. Barbier, avait environ 35 ans, portait des lunettes, c'était un homme méticuleux. Dès son premier jour, il avait envoyé une lettre aux résidents de l'immeuble. Le sous-sol, le grenier et les espaces communs seront inspectés. Veuillez ne pas stocker d'objets sans autorisation. Quand Pierre a lu la lettre, son visage est devenu livide. La lettre tremblait dans sa main. Que allons-nous faire? A-t-il chuchoté. Calme-toi, ai-je dit. Mais je n'étais pas calme non plus. Mon cœur battait follement. Ce soir-là, nous avons appelé Céline. Réunion de famille urgente. Céline est venue, elle a aussi amené notre fils Marc. Marc ne connaissait pas encore la vérité. Nous nous sommes réunis dans le salon. Pierre a tout raconté à Marc. Marc d'abord n'a pas pu y croire, puis il a été choqué, puis il s'est mis en colère. Papa, c'est de la folie. C'est illégal. Tu caches une femme dans un sous-sol depuis 13 ans. Si la police la prend, tu iras en prison. Je sais mon fils, a dit Pierre calmement. Mais maintenant, ce n'est pas la question. La question, c'est que le gérant va trouver la pièce.
Quand va-t-il venir? A demandé Céline. Je ne sais pas. La lettre dit, dans les 2 prochaines semaines. Point. Nous devons déplacer Isabelle, ai-je dit. Immédiatement. Ici, à la maison. Tout le monde m'a regardé. À la maison? A dit Pierre. Mais Madeleine, nous sommes au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur, Isabelle est alitée, comment allons-nous la déplacer? Avec un brancard, ai-je dit. Le mari de Céline, Vincent, est ambulancier, il aidera. Au milieu de la nuit, que personne ne voit, nous la déplacerons. Marc s'est opposé, maman, qu'est-ce que tu dis? Allons-nous maintenant continuer l'activité illégale de papa? Non. Il n'y a qu'une solution, placer Isabelle dans une maison de soins officielle. Par des moyens légaux. Mon fils a raison, a dit Pierre. Peut-être que le moment est venu d'abandonner. Je cours avec ce secret depuis 40 ans. Je suis fatigué maintenant. Mais je l'ai regardé, dans les yeux. Et j'ai vu, il ne voulait pas abandonner. Il voulait juste nous protéger, assumer la culpabilité. Non Pierre, ai-je dit. Nous sommes dedans ensemble. Il y a 40 ans, si tu ne m'as pas dit la vérité, maintenant je te dis la vérité. Je suis à tes côtés. Dans les bons et les mauvais jours, tu te souviens? Le serment du mariage. Maintenant c'est le mauvais jour. Et je ne fuis pas. Des larmes ont commencé à couler des yeux de Pierre. Céline a aussi parlé, moi aussi j'aiderai. Je convaincrai Vincent. Mark hesite. Puis il a pris une profonde respiration. D'accord. Mais maman, papa, c'est seulement temporaire. Nous allons déplacer Isabelle à la maison, mais à long terme, nous devons trouver une solution. Cette nuit-là, nous avons fait le plan. Dans 3 jours, vendredi soir, à 2 heures. Vincent apportera un brancard, nous déplacerons Isabelle ensemble. Nous nettoierons complètement le sous-sol, nous ne laisserons aucune trace. Mais jeudi, tout a mal tourné. 14 heures. J'étais en train de donner cours à l'école quand mon téléphone a sonné. Pierre. Madeleine, urgent. Isabelle va très mal. Elle ne peut pas respirer. Mon cœur s'est accéléré. J'arrive tout de suite. J'ai quitté l'école, j'ai sauté dans un taxi, je suis arrivé à la maison. Pierre était descendu au sous-sol, il était là. J'ai couru en bas. Le visage d'Isabelle était devenu bleu. Quand elle respirait, un râle sortait. Ses yeux étaient remplis de peur. Pour la première fois de sa vie, il y avait de la conscience dans ses yeux. Nous devons appeler une ambulance. Ai-je dit. Non, a dit Pierre. Si l'ambulance vient, ils appelleront la police, ils poseront des questions, tout sera révélé. Pierre, la femme est en train de mourir. À cet instant, Pierre s'est effondré. Il s'est affaissé par terre, a couvert son visage de ses mains. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pris la décision. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé le 112. Service d'urgence? Oui, une femme, elle ne peut pas respirer, s'il vous plaît venez immédiatement. J'ai donné l'adresse. 10 minutes plus tard, l'ambulance est arrivée. 2 ambulanciers, un brancard, une bouteille d'oxygène. Ils sont descendus au sous-sol. Quand ils ont vu pour la première fois, ils ont été choqués. Cette femme vit ici? A demandé l'un d'eux. Longue histoire, ai-je dit. S'il vous plaît, sauvez-la d'abord. Ils ont mis Isabelle sur le brancard, l'ont montée, l'ont mise dans l'ambulance. Pierre et moi sommes aussi montés dans l'ambulance. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Service d'urgence. Les médecins ont pris Isabelle, l'ont examinée. 1 heure plus tard, le médecin est sorti. Infection pulmonaire, a-t-il dit. Serious. Pneumonie. Mais nous pouvons la traiter. Nous donnerons des antibiotiques, elle doit rester à l'hôpital 3 à 4 jours. Nous avons été soulagés. Mais ensuite le médecin a demandé, cette femme a-t-elle un dossier hospitalier? Une assurance? Une identité? Pierre s'est figé. Elle en a, ai-je dit rapidement. À la maison, je la porterai. Le médecin m'a regardé avec suspicion mais, d'accord, apportez-le demain, a-t-il dit. La nuit, Pierre et moi sommes restés à l'hôpital. Isabelle était aux soins intensifs, c'était en dehors des heures de visite, mais nous avons attendu dans le couloir. 23 heures. Pierre dormait sur une chaise, je regardais par la fenêtre. Et j'ai vu, le gérant de notre immeuble, Monsieur Barbier, entrer à l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi était-il là? Puis j'ai compris. L'ambulance était sortie de notre immeuble. Monsieur Barbier avait été curieux, avait suivi. Il marchait dans le couloir, s'approchait du bureau des renseignements.
Il parlait avec l'infirmière. Je me suis levée, me suis approchée, j'ai écouté. Oui, du 45 rue de Lyon, une femme a été amenée du sous-sol. Je suis le gérant de l'immeuble, je veux savoir ce qui s'est passé. L'infirmière a regardé les dossiers. Isabelle Laurent, 70 ans, diagnostic de pneumonie. Vivait-elle dans le sous-sol ? A demandé Barbier. Je ne sais pas monsieur, vous devez parler avec la famille. Barbier a tourné la tête, m'a vu. Madame Dubois. Que faites-vous ici ? J'ai essayé de sourire. Monsieur Barbier, quelle coïncidence. Notre parente est malade, nous sommes venus lui rendre visite. Votre parente ? La parente qui vit dans le sous-sol. Oui. Une parente éloignée. Elle logeait temporairement. Barbier a levé les sourcils. Madame, vivre dans le sous-sol est interdit. Je vais inspecter la pièce demain. Si je vois des traces de vie là-bas, je serai obligé d'appeler la police. Bien sûr, je comprends, ai-je dit. Barbier est parti. Pierre s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il dit. Problème, ai-je dit. Gros problème. Cette nuit-là, nous sommes rentrés à la maison. Il était 1h. Fatigues, épuises, désespers. Mais il y avait quelque chose à faire. Nettoyer complètement le sous-sol. Effacer chaque trace. Comme si personne n'avait jamais vécu là-bas. Nous avons appelé Céline et Marc. Ils sont venus. 4 personnes, ensemble, nous avons travaillé jusqu'à l'aube. Nous avons démonté le lit, l'avons déplacé. Nous avons vidé l'armoire. Nous avons décroché les photos. Nous avons mis tout dans des sacs plastiques, chargé le coffre de la voiture. Nous avons essuyé les murs, nettoyé les sols, vaporisé du désinfectant pour éliminer les odeurs. Nous avons vérifié les tuyaux du lavabo, s'il y avait une fuite. 6 heures. Le soleil se levait. Nous avons vérifié la pièce une dernière fois. Elle était vide. Elle ressemblait juste à un vieux débarras. Est-ce suffisant ? A demandé Céline. Je ne sais pas, ai-je dit. J'espère. 10 heures. On frappe à la porte. Monsieur Barbier. Bonjour Madame Dubois. Je suis venue pour l'inspection du sous-sol. Bien sûr, entrez, ai-je dit. 5 personnes sont descendues ensemble. Barbier, moi, Pierre, le concierge de l'immeuble, un policier. Oui, Barbier avait aussi amené la police. Pourquoi l'amenais-tu ? Je n'ai pas dit, si lui-même avait d'abord vu puis appelé la police, ça ne marcherait pas. Selon nous, nous faisions une bonne chose, mais selon eux, nous faisions de très mauvaises choses. Nous avons ouvert la porte du sous-sol. Nous sommes entrés. Barbier a inspecté chaque pièce. Vieilles affaires, cartons, vélos. Puis il est arrivé à cette pièce. Il a ouvert la porte à ce moment-là, j'étais inquiète. Pierre et moi nous sommes regardés, il avait peur, pouvait-il trouver quelque chose ? Il a regardé à l'intérieur. C'était vide. Il n'y avait rien. Mais Barbier est entré. Il a regardé les sols, les murs. Puis il s'est penché, a touché le sol. Il a levé son doigt. Il y avait quelque chose sur son doigt. Il l'a examiné. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé. Je me suis approchée. J'ai regardé. C'était un petit morceau de papier. Une étiquette de boîte de médicaments. Dessus était écrit « Donépézil, traitement Alzheimer ». Mon cœur est remonté dans ma bouche. Barbier s'est tourné vers le policier. « Monsieur, quelqu'un vivait ici. Il y a des traces de médicaments. » Le policier nous a regardés. « Madame, monsieur, y a-t-il une explication ?» Pierre allait parler, mais je suis intervenue. « Oui. Je vais expliquer. » Le policier a sorti son carnet. J'écoute. J'ai pris une profonde respiration. Et j'ai tout raconté. Le secret de 40 ans. Isabelle, l'Alzheimer, la maison de soins, le sous-sol, tout. Bien sûr, pendant que je racontais, Pierre avait peur, était inquiet, mais j'ai raconté d'une manière explicative et douce, ils étaient étonnés dans cette situation. J'ai remarqué une chose, Pierre était soulagé, comme si tout le poids sur lui était enlevé. Le policier a écouté en silence. Il a écrit, écrit, écrit. Quand j'ai fini, je comprends, a-t-il dit. C'est une situation très complexe. Madame, avez-vous accepté de vous occuper d'Isabelle Laurent ? Oui, ai-je dit. Et monsieur, vous l'avez cachée sans autorisation dans le sous-sol ? Oui, a dit Pierre. Le policier a hésité. Puis il a dit ceci, normalement, cette situation nécessite une action légale. Mais, je vais rédiger un rapport, le parquet décidera. Pour l'instant,
Veuillez régulariser la situation d'Isabelle Laurent. Soit placez-la dans une maison de soins officielle, soit obtenez une autorisation officielle pour qu'elle reste à la maison. Je comprends, ai-je dit. Merci. La police avait aidé et nous étions obligés, nous ne pouvions pas non plus l'abandonner à la mort. Peut-être que c'est pour cela qu'il a aussi écouté la voix de sa conscience une fois. Le policier est parti. Barbier est parti. Nous sommes restés seuls. Pierre m'a regardé. Madeline, tu Emma's protégée. Où pourrais-je trouver une épouse comme toi, et pourquoi m'as-tu protégée? Parce que Pierre, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne dans une mauvaise situation. Et moi, je pense maintenant aussi à Isabelle. Elle n'est pas juste un secret. C'est une vraie personne, une personne sans défense. Ce jour-là, nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons parlé avec les médecins. Nous avons expliqué la situation d'Isabelle. Le médecin a suggéré ceci: il existe un service de soins à domicile. Avec l'aide de l'État, chez vous, des infirmières professionnelles viennent 2 fois par jour, s'occupent d'Isabelle. Le coût est faible, mais la qualité est bonne. Nous acceptons cela, ai-je dit. Et voilà, Isabelle a déménagé chez nous. Un grand poids s'est enlevé de Pierre, il me regardait toujours dans les yeux avec amour et affection comme au premier jour. Nous avons installé Isabelle dans l'ancienne chambre de Marc. Marc était maintenant marié, vivait ailleurs. Nous avons transformé la chambre en chambre d'hôpital, lit d'hôpital, appareil à oxygène, médicaments. Le premier jour a été très étrange. Dans ma maison, il y avait une femme que je n'avais pas connue pendant 40 ans. La première femme de Pierre. Techniquement toujours sa femme, parce qu'il y avait eu séparation légale mais pas de divorce. Mais avec le temps, je me suis habituée. Les infirmières venaient chaque jour à 8 heures le matin et à 20 heures le soir. Elles nourrissaient Isabelle, la nettoyaient, donnaient les médicaments. Mais la nuit, Pierre et moi nous occupions d'elle. Ensemble. Exactement comme nous l'avions fait dans le sous-sol. Un soir, assise à côté d'Isabelle, j'ai commencé à lui parler. Isabelle, je suis Madeleine. L'amie de Pierre. Je sais, c'était très difficile pour toi. Tu es tombée malade très jeune. Ta vie t'a été volée. Mais je veux que tu saches, Pierre ne t'a jamais abandonné. Il a combattu pour toi chaque jour, pendant 40 ans. Isabelle n'a pas répondu bien sûr. Mais ses doigts ont légèrement bougé. Comme si elle avait entendu. Pierre était assis à côté de moi. Madeleine, tu ne peux pas savoir combien je te suis reconnaissant. Je te suis aussi reconnaissante Pierre. Tu m'as donné 40 ans de bonheur. Maintenant, les dernières années, peut-être que nous pouvons ensemble donner la paix à Isabelle. Cette nuit-là, nous 3, dans cette chambre, nous sommes restés assis en silence. 2 femmes, un homme. Une famille étrange. Mais peut-être que c'est ça la famille. Pas les liens du sang, mais les liens d'amour. Ne pas abandonner, ne pas renoncer, être là jusqu'au bout. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce que 2 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Isabelle appalled. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle avait emménagé chez nous. Notre routine s'était installée. Les infirmières allaient et venaient. J'allais à l'école, je rentrais le soir. Pierre passait chaque minute dans la chambre d'Isabelle. Il lui lisait des livres, mettait de la musique, tenait sa main. Isabelle n'avait jamais parlé. Les médecins avaient dit, quand l'Alzheimer a progressé à ce point, la capacité de parler est complètement perdue. Seuls les réflexes restent. Mais ce mardi matin, à 7h30, pendant que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu la voix de Pierre. Une voix remplie de panique. Madeline. Viens tout de suite. J'ai couru. Je suis entrée dans la chambre d'Isabelle. Pierre se tenait à côté du lit, les yeux grands ouverts comme des soucoupes. Il regardait Isabelle. Et Isabelle nous regardait. Pour la première fois, en 40 ans pour la première fois, il y avait du focus dans ses yeux. Il y avait de la conscience. Elle a ouvert sa bouche. Ses lèvres ont tremblé. Elle a essayé de faire un son. Puis elle a parlé. D'une voix brisée, faible, mais elle a parlé. Pierre. Elle a dit ce nom. Le nom de Pierre. Pierre est tombé à genoux. Il a mis ses mains sur la main d'Isabelle. Isabelle? Tu m'entends? Tu me reconnais? Isabelle a fermé et ouvert les yeux. Oui, cela voulait dire. Puis elle a parlé à nouveau. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes larmes ont commencé à couler. Hors de mon contrôle. Parce que cette femme, après 40 ans, pour la première fois, demandait « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Pierre ne pouvait pas répondre.
Il pleurait, sanglotait. Je me suis approchée. J'ai pris l'autre main d'Isabelle. Isabelle, tu es tombée malade. Il y a très longtemps. Mais Pierre a toujours été là. Il ne t'a jamais abandonné. Isabelle aimait regarder. Il y avait une question dans ses yeux. Qui es-tu? Je suis Madeleine, l'amie de Pierre. Isabelle m'a regardé longtemps. Puis elle a regardé Pierre. Puis encore moi. Et elle a compris. D'une manière ou d'une autre, elle a compris. Vous êtes ensemble. Pierre a avalé sa salive. Oui, Isabelle. Il y a très longtemps, quand tu ne te souvenais plus de moi, j'ai trouvé quelqu'un. Mais je ne t'ai jamais abandonné. Jamais. Pendant 40 ans, chaque jour, je me suis occupée de toi. Des larmes ont coulé des yeux d'Isabelle. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens de rien. Ne sois pas triste, a dit Pierre. Rien n'est de ta faute. Ce jour-là, c'était un miracle. Isabelle a continué à parler. Pas beaucoup, quelques mots, des phrases courtes. Elle se fatiguait vite. Mais elle parlait. Nous avons appelé le médecin. Il est venu, l'a examiné, a été choqué. C'est incroyable, a dit le médecin. De telles améliorations soudaines dans l'Alzheimer sont très très rares. On appelle ça lucidité terminale, dernière conscience avant la mort. Parfois, avant de mourir, le cerveau s'ouvre une dernière fois, la personne revient à elle. Avant de mourir? Ai-je demandé. Mon cœur s'est serré. Le médecin a baissé la tête. Malheureusement oui. L'infection pulmonaire a causé des dommages permanents. Son cœur est aussi faible. Elle ne tiendra pas longtemps. Au maximum quelques semaines, peut-être quelques mois. Pierre avait perdu ses couleurs. Combien de temps avons-nous? Nous ne savons pas. Mais si Isabelle peut maintenant parler, c'est un cadeau. Utilisez ce temps. Parlez avec elle. Faites vos adieux. À partir de ce jour, chaque jour, du matin au soir, nous avons parlé avec Isabelle. Nous lui avons raconté les 40 ans. Pierre a apporté de vieilles photos. Photos de mariage, photos de lune de miel, une jeune Isabelle, un jeune Pierre. Isabelle a regardé les photos. C'est moi? A-t-elle demandé. Oui, a dit Pierre. Tu étais très belle. Tu es toujours belle. Étions-nous heureux? Très heureux, Isabelle. Les 2 années les plus heureuses de ma vie étaient ces années-là. Isabelle a souri. Faiblement, mais un vrai sourire. Puis elle s'est tournée vers moi. Madeleine, tu m'en veux? J'ai été surprise. T'en vouloir? Pourquoi t'en voudrais-je? Parce que je suis la vraie femme de Pierre. Toi, tu es juste. Non, Isabelle, ai-je dit. Non. Tu es le passé de Pierre, je suis son présent. Nous avons toutes les deux de la valeur. Nous avons toutes les deux notre place dans sa vie. Isabelle, avec des larmes coulant de ses yeux, merci, a-t-elle dit. Tu es une bonne personne. Après cette conversation, quelque chose a changé. Isabelle et moi avons créé un lien. Un lien étrange, inattendu. 2 femmes, partageant un homme, mais pas de compétition, pas de jalousie. Seulement de la compréhension, de la compassion. Un jour, Isabelle m'a demandé, Pierre est-il un bon mari? J.I.R. Oui. Très bon. Fidèle, gentil, travailleur. Cache-t-il des choses? Je me suis arrêtée. Oui, ai-je dit honnêtement. Il m'a caché quelque chose de très grand. Mais j'ai compris pourquoi il l'a caché. À cause de la peur. La peur de me perdre. Isabelle a hoché la tête. Moi aussi je l'ai perdu. J'ai perdu mon propre esprit, puis je l'ai perdu lui. Mais lui, il a continué à me chercher. Chaque jour, il m'a trouvé. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas me retenir. Madeleine, ne pleure pas, a dit Isabelle. Je suis heureuse. Parce que maintenant je comprends. Je ne mourrai pas seule. 2 personnes seront avec moi, une de mon passé, une de mon présent. 3 semaines sont passées. Isabelle s'affaiblissait de plus en plus. Elle parlait très peu maintenant, mangeait très peu. Elle dormait, se réveillait, parfois elle reconnaissait Pierre, parfois non. Un dimanche matin, Céline et Marc sont venus. Les petits-enfants sont venus. Nous nous sommes tous rassemblés dans la chambre d'Isabelle. Les petits-enfants regardaient étonnés en silence. Normalement ils jouent, se disputent, mais aujourd'hui ils regardaient seulement. Isabelle a regardé tout le monde. Qui sont-ils? A-t-elle demandé à Pierre.
Ce sont notre famille, a dit Pierre. Mes enfants, mes petits-enfants. Notre, a dit Isabelle. Pierre a hésité. Puis, oui, a-t-il dit. Notre famille. Isabel Asuri. C'était un sourire heureux. Cette nuit-là, à 23h47, Isabelle est morte. Endorment, calmement. Pierre tenait sa main droite, je tenais la gauche. De chaque côté, jusqu'à son dernier souffle. Puis sa respiration s'est arrêtée. Son cœur s'est arrêté. Elle est partie. Pierre n'a pas pleuré. Il a seulement embrassé le front d'Isabelle. Au revoir Isabelle. Sois heureuse maintenant. Sois libre. Les funérailles ont été une petite cérémonie. À la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Pierre, moi, les enfants, quelques voisins. La tombe d'Isabelle était à côté de celle des parents de Pierre. Nous avons fait graver sur la pierre tombale. Isabelle Laurent. 1958 to 2024. Aimé, mémorisé, jamais abandonné. Aujourd'hui, 4 mois ont passé depuis les funérailles. J'ai 68 ans, Pierre en a 70. Nous vivons toujours à Lyon, dans le même appartement, au bord du Rhône. L'ancienne chambre de Marc est maintenant vide. Le lit d'hôpital est parti, les médicaments sont partis. Mais parfois j'y entre, je m'assieds, je me souviens. Je me souviens d'Isabelle, ces 3 dernières semaines, les jours où nous avons parlé, les moments où nous avons ri. Et j'ai réalisé que j'avais appris quelque chose d'Isabelle. J'ai appris que l'amour n'est pas un jeu à somme nulle. Aimer une personne ne signifie pas aimer moins quelqu'un d'autre. Pierre a aimé Isabelle, et il m'a aussi aimé. De différentes manières, à différents moments, mais il nous a toutes les deux aimés. J'ai appris que pardonner n'est pas de la faiblesse, mais de la force. Pierre m'a menti pendant 40 ans, mais je lui ai pardonné. Parce que derrière le mensonge, il y avait de l'amour, il y avait un instinct de protection. J'ai appris que la famille, ce n'est pas les liens du sang. La famille, c'est rester aux côtés. Dans les moments difficiles, dans les moments impossibles, ne pas abandonner. Et le plus important, j'ai appris que, dans la vie, rien n'est noir ou blanc. Chaque décision est difficile, chaque choix est un sacrifice. Pierre a vécu 2 vies pendant 40 ans, une vie avec moi, une vie avec Isabelle. Et il a, en essayant de vivre ces 2 vies, épuisé lui-même. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a abandonné aucune de nous. Maintenant, Isabelle est partie. Et quelque chose d'étrange s'est produit, Pierre semble plus léger, plus paisible. Parce que maintenant il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mensonges. Tout est ouvert, tout est honnête. Hier soir, Pierre m'a montré quelque chose. Un vieux carnet, le journal d'Isabelle. De 1980, avant qu'elle ne tombe malade. Il a ouvert une page. J'ai lu. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Pierre du mariage. Je lui ai dit, si quelque chose m'arrive, ne reste pas seul. Trouve quelqu'un de nouveau, sois heureux. Pierre a dit, ne dis pas de bêtises, rien ne va t'arriver. Mais je suis sérieuse. La vie est trop courte. Et l'amour est trop précieux. Si je pars, je veux que Pierre soit heureux. Même avec quelqu'un d'autre. Après avoir lu, j'ai pleuré. Parce qu'Isabelle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Et elle avait donné la permission à Pierre, va, sois heureux, trouve quelqu'un de nouveau. Pierre, ai-je dit. Isabelle ta pardon. Il y a longtemps. Pierre a aussi pleuré. Je sais. Mais je ne pouvais pas me pardonner. Pendant 40 ans, je me suis culpabilisée. Mais maintenant peut-être que je peux me pardonner. Nous nous sommes enlacés. Longment, longment. Chers spectateurs, je suis Madeleine, j'ai 68 ans. Et je veux vous dire ceci. Dans la vie, parfois les gens vous mentent. Mais chaque mensonge n'est pas malveillant. Parfois, les gens ne vous disent pas la vérité parce qu'ils essaient de vous protéger. Est-ce juste? Je ne sais pas. Mais je peux comprendre. Si quelqu'un dans votre vie vous a menti, demandez d'abord, pourquoi a-t-il menti? Pour me tromper ou pour me protéger? Si quelqu'un que vous aimez vous cache un secret pendant 12 ans, 40 ans, peu importe combien de temps, peut-être écoutez. Peut-être que derrière ce secret, il y a de la douleur, de la peur, du désespoir. Et n'oubliez pas, pardonner, ce n'est pas pour cette personne, c'est pour vous-même. Parce que porter de la haine, porter de la colère, vous détruit de l'intérieur. Mais pardonner vous libère. Pierre et moi, nous vivons maintenant une nouvelle vie. Il n'y a plus de secret. Pierre ne sort plus jeter les poubelles et ne disparaît plus pendant 40 minutes. Le matin, il ne dit plus « je vais courir ». Maintenant tout est ouvert, tout est honnête.
Et nous savons, le temps qu'il nous reste est court. Peut-être 10 ans, peut-être 20. Mais nous vivrons ce temps, ensemble, honnêtement. J'ai promis à Isabelle, je visiterai sa tombe chaque semaine. Parce qu'elle fait maintenant partie de la famille. Elle est le passé de Pierre, la personne que j'ai comprise, la leçon de vie que nous avons apprise ensemble. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'ai une faveur à vous demander. Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle a éveillé un sentiment en vous, s'il vous plaît aimez cette vidéo. Parce que peut-être qu'une autre personne, comme vous, porte un secret. Peut-être que cette personne regardera cette vidéo et comprendra, je ne suis pas seule. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère. Parce que je continuerai à raconter les histoires extraordinaires de gens ordinaires comme vous. La vie est difficile, mais la vie est aussi belle. Parce que les gens, même s'ils sont brisés, se relèvent. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, d'où regardez-vous? Y a-t-il aussi un tel secret dans votre vie? Avez-vous aussi appris à pardonner? Parce qu'en écoutant les histoires les uns des autres, nous nous donnons de la force. Je suis Madeleine, 68 ans, de Lyon. Mon mari sortait chaque nuit jeter les poubelles pendant 12 ans et disparaissait pendant 40 minutes. Puis j'ai appris, il s'occupait de sa première femme. Cette femme n'était jamais morte. Au début, j'ai été choquée, en colère, effondrée. Mais ensuite j'ai compris, Pierre a aimé 2 femmes. Et cela ne fait pas de lui un mauvais homme. Cela fait de lui un humain. La vie est complexe. L'amour est complexe. Mais pardonner est simple. Il suffit de décider, je laisse tomber cette colère. J'avance. Et voilà, moi, à 68 ans, j'ai commencé une nouvelle vie. Il n'y a plus de secret maintenant. Seulement de l'amour, seulement de l'honnêteté. J'espère que cette histoire vous a inspiré. J'espère que dans votre propre vie, dans vos propres difficultés, vous trouverez une issue. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège tous. Au revoir, et prenez soin de vous.